Bonjour. 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 Alors, je vais attendre une minute ou deux que chacun ait le temps de se connecter. Je vous demanderai si cela est possible pour vous de brancher vos caméras parce que sinon, je suis en face d'un ordinateur avec uniquement des noms et c'est pas très agréable. Donc, alors j'ai l'impression que je vois aussi. C'est obligé en fait, tu vois. Il va vraiment changer tout le temps. Ok, j'ai l'impression qu'on voit aussi les étudiants de Chine. Euh, bien. Alors oui, je disais, si vous le pouvez, merci de mettre en route vos caméras pour que je puisse vous voir un peu et avoir des gens en face de moi. Merci. Bonjour. Bien. Alors, je vais faire un partage d'écran. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord vous dire enfin, on est très embêté de la situation dans laquelle on se trouve, à laquelle de toute façon on s'attendait quand même. Hein. Le... Alors, j'entends que des personnes n'ont pas désactivé leur micro. Voilà, pensez à désactiver vos micros, s'il vous plaît. Mettez-le s'il vous plaît. Bonjour. Tu sais ce qu'elle a dit, madame? Alors, là, on va pas y arriver si on a les micros qui restent allumés. Attendez, je vais arrêter le partage d'écran pour essayer de voir où ça parle. Peut-être que c'est ici. Parce que là, après la cantine, d'accord. Enfin, après le point, d'accord. Alors, Je disais, qui est-ce qui n'a pas éteint son micro? la Là. principale, tu sais ce qu'elle a demandé? Non. Elle a dit si tu pouvais demain être en binôme avec des professeurs pour expliquer aux élèves. Voilà, on dirait que là, ça va mieux. Les micros ont été désactivés. Très bien. Alors, je voulais en introduction simplement vous dire que tous les professeurs sont tout à fait conscients de la difficulté dans laquelle vous êtes actuellement d'être obligés de suivre les cours à distance. Alors, dans le cas de ce cours, nous avons un tout petit peu anticipé le passage au cours en ligne puisque l'amphi Champollion a été fermé. Mais donc jusqu'à présent, pour réagir rapidement, j'ai simplement mis en ligne un certain nombre de cours. J'espère que vous avez eu l'occasion de les suivre. Et de toute façon, je vais commencer là aujourd'hui, une fois qu'on aura échangé un peu, par récapituler très rapidement la dernière séance. Et puis commencer un peu la suivante. Mais le but surtout, si vous voulez, c'est de récupérer un petit peu vos questions et de garder une relation avec vous pour que vous ne soyez pas isolé tout seul devant votre écran à vous débrouiller sans avoir de professeur pour vous guider. Donc ce que je compte faire jusqu'à la fin du semestre, c'est faire comme ça une sorte d'alternance entre des moments où on se verra en direct par Zoom
et puis des moments où simplement je déposerai un cours, et comme ça, une semaine sur deux, on pourra discuter un peu du cours, vous pourrez poser les questions, etc., etc. Alors, le premier point que je voulais vous donner comme information, c'était au sujet de l'examen, parce que je sais que tout cela est toujours enfin, c'est une chose extrêmement importante pour vous de savoir comment vont se dérouler les examens. Alors, je vous l'avais annoncé, hein, dès le début de l'année, on s'est préparé à l'UFR de langue française à devoir faire les examens à distance, et je vous avais dit que dans ce cas, on modifierait un petit peu le type de sujet d'examen que j'avais présenté en début d'année. Hein. Vous vous souvenez, je vous avais présenté un sujet d'examen sous forme avec une série de questions de cours, et puis ensuite des questions, exercices portant plutôt sur le TD. Alors, évidemment, on va être obligé de modifier un petit peu ce système d'examen, parce que ça n'a aucun sens de vous poser une question de cours quand vous avez votre cours avec vous et que vous pouvez juste recopier. Bon, donc évidemment, ça n'a absolument aucun intérêt en termes d'examen. Alors, on fera quelque chose qui ressemblera plus à un travail personnel, sur un travail personnel, disons, d'analyse, de commentaires. Il y aura quand même des citations à commenter, enfin au moins une, mais où le commentaire demandé sera un peu plus long. On se rapprochera, si vous voulez, d'un exercice de type dissertation, hein, dossier, dissertation, plutôt que d'un exercice de pur et simple contrôle des connaissances. Donc ça vous conduira à avoir forcément des travaux personnels, et ça nous permet de garantir malgré tout une certaine, comment dire, une certaine qualité des examens, hein, parce que on n'est pas naïf, vous savez bien qu'on se doute que vous pouvez très bien faire l'examen à plusieurs. Bon, mais faites attention parce que ça se voit, hein, si vous le faites à plusieurs, faites bien attention à ce moment-là de faire des copies très différenciées. Parce que si on voit des choses exactement identiques dans deux copies, on va vous suspecter de plagiat. Et je vous le dis, l'année dernière, il y a eu des étudiants, pas dans notre UFR à nous, mais dans une autre UFR, qui ont été sanctionnés pour plagiat parce qu'ils avaient rendu des copies identiques dans cette circonstance. Donc faites attention à ne pas tomber dans cette erreur. Hein. Mais vous aurez donc un sujet qu'on va vous donner au mois de janvier, d'accord ? Et vous aurez à peu près, enfin quelques jours, une petite semaine. Par exemple, on vous donnera le sujet le mardi, il faudra le rendre le vendredi. Ce ne sera pas donc un sujet en temps limité, ou par exemple, comme on le fait pour d'autres cours parfois, on vous donne le sujet à 10 heures, il faut le rendre à midi. Là, pour éviter tous les problèmes de connexion, vous aurez un temps relativement long pour le faire et le rendre. Hein. Mais je vous le dis tout de suite, quand vous allez recevoir le sujet, vous risquez d'en recevoir plusieurs en même temps. Ça va être ça la difficulté, puisque à peu près tous les enseignements vont être évalués de la même façon. Essayez de vous y mettre tout de suite, de commencer tout de suite le travail. Ce sera forcément un travail un petit peu long à faire, hein, puisque on vous demande quand même un vrai travail. Et les questions, donc le contenu, portera donc comme normalement à la fois sur le CM et le TD. Donc je vais m'entendre avec Madame Dubois-Dalle, qui assure les TD, pour qu'on fasse un sujet ensemble, qui sera le sujet de l'examen, et il y aura la moitié des questions qui porteront plutôt sur le CM, et l'autre moitié des questions qui porteront plutôt sur le TD. Hein. Et donc on se débrouillera pour faire un sujet qui vous oblige à un peu de réflexion personnelle, ou de recherche personnelle, pour faire en sorte que l'examen ait une validité, une valeur, une qualité, que ce ne soit pas n'importe quoi et que tout le monde puisse rendre un truc copié sur Internet, ce qui évidemment n'a absolument aucun intérêt et dévalorise gravement la qualité des examens à l'université. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Voilà, donc pour l'instant je ne peux pas tellement vous en dire plus sur le contenu. Enfin, je veux dire, de toute façon, je ne pourrais pas vous en dire plus. Vous savez l'essentiel. Je répète donc, vous recevrez un sujet d'examen en janvier, juste après les vacances de Noël. Vous aurez une semaine pour le faire à peu près. Et il y aura des questions qui vont porter sur tout ce qu'on aura vu en CM et ce que vous aurez vu en TD. Voilà, moitié CM, moitié TD. Et alors il faudra, normalement, vous avez dû recevoir un mail de Pauline Dubois-Dalle
de confirmation de cette rencontre par Zoom. Je lui ai demandé ce matin de vous envoyer un mail de rappel, donc je vois que certaines d'entre vous acquiescent, donc c'est que vous l'avez reçu. J'avais mis aussi l'information sur Moodle. Est-ce que vous recevez les informations quand je les poste sur Moodle? Oui? Non. Non? Alors ça veut dire, si vous ne les recevez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas inscrit sur le cours, pour ce cours sur Moodle. Donc il faut vous inscrire, hein, parce que ça peut m'arriver. Sinon, il y a une façon très simple. Vous surveillez bien toutes les semaines le site du cours, hein, sur mon site personnel Jimdo. Je mets tout sur ce site. Toutes les informations sont sur ce site. Donc, si vous ne recevez rien, etc., il n'y a pas de problème. Vous allez sur le site et vous avez les informations. Donc, en principe, vous ne pouvez pas du tout échapper à l'information. D'ailleurs, le sujet de l'examen, je le mettrai aussi sur le site, en même temps que vous le recevrez par mail et par Moodle. Il sera sur Moodle, il sera sur le site, on va vous l'envoyer par mail. Bon, normalement, personne ne pourra y échapper, tout le monde pourra avoir le sujet. Alors, maintenant, un point important, mais qui concerne peut-être plus les relations avec Pauline Dubois-Dalle qui se charge du TD. Si vous avez des difficultés personnelles ou si vous connaissez des étudiants, des camarades, des étudiantes qui ont des difficultés de connexion, enfin bref, peu importe, des difficultés qui concernent l'accès à ce cours ou la possibilité, la faisabilité de l'examen, surtout n'hésitez pas à nous prévenir, hein, elle et moi pour ce cours, et ce que je vous dis là vaut pour tous les autres cours. Surtout, ne restez pas isolés si vous avez une difficulté, ça je suppose que plein de profs vous l'ont déjà dit, c'est très important que vous préveniez tout de suite si vous avez, je ne sais pas moi, vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation où votre ordinateur vous lâche, vous n'avez pas l'argent pour en racheter, vous ne pouvez plus accéder au cours. Bon, si ça vous arrive, vous nous prévenez et puis on essaie de trouver une solution par un moyen ou par un autre. Bon, oui. Vous pouvez demander à Rima, Bouaza et aux 3 autres personnes qui n'ont pas désactivé leur micro de le faire, s'il vous plaît. Alors, oui. Ouais, d'accord. Alors, Rima, voilà, merci. C'est fait. Il y a Ami, il y a quelqu'un là, je ne sais pas qui c'est. Voilà, bon, ça a l'air d'être mieux maintenant. Merci. Hein, donc, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, j'étais en train simplement, c'est une information générale, j'étais en train de vous dire de surtout ne pas rester isolé, vous prévenir les profs, si vous sentez que vous perdez pied, si vous n'avez... Enfin, si vous comprenez plus rien, enfin bref quoi. On ne peut pas résoudre vos problèmes psychologiques, hein, ça, il y en a, et la situation est problématique. Là, c'est plutôt vers votre famille, vos amis qu'il faut vous tourner. Mais pour tout ce qui concerne l'enseignement, les examens, n'hésitez pas à solliciter les profs. On est très habitué maintenant, hein, depuis l'expérience de l'année dernière, à résoudre toutes sortes de problèmes. Normalement, tout devrait pouvoir se passer à peu près correctement. Vous suivez des cours, vous apprenez des choses, on passe des examens. C'est pas idéal, mais ça se passe honnêtement. Si vous voulez, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est que intellectuellement vous progressiez, vous apprenez des choses nouvelles. Bon. Et puis, on vérifie à la fin du semestre ce que vous avez compris, pas compris. On évalue un petit peu vos progrès, vos connaissances. Et bon, voilà, c'est ce qu'on fait à l'université, hein, même quand on n'est pas comme ça en ligne. Bon, donc normalement, tout ça devrait pouvoir se faire d'une manière tout à fait raisonnable. Et surtout, si vous êtes bloqué, coincé, ou si vous connaissez des étudiants ou des étudiantes qui le sont et qui n'osent pas prévenir, prévenez les profs, hein, voilà, n'hésitez pas, hein, c'est très important. On sait que c'est pas facile pour vous d'être tout seul devant votre ordinateur, de vous motiver pour travailler. Voilà. Mettez-vous en groupe aussi si vous pouvez, si vous avez des camarades pour travailler un peu ensemble, vous connecter. Évidemment, ça aide. Hein. Surtout, la chose à éviter, évidemment, c'est l'isolement. Alors, je vais donc maintenant faire un partage d'écran. Voilà. Donc, j'ai rappelé donc la question des examens. On va pas faire vraiment un cours, mais je vais rappeler, disons, les éléments principaux du
du cours précédent, le plan aussi, et puis ensuite on prendra un temps si vous avez des questions, et ensuite je donnerai quelques éléments pour le prochain cours que vous recevrez, que vous trouverez en ligne, mais je ferai un peu un genre de teaser, comme on dit, pour que vous ayez, avant de regarder la vidéo, une idée de ce que vous allez y trouver. Excusez-moi, monsieur. Oui, je vous en prie, allez-y. Le cours précédent, il était sur Zoom aussi? Non, le cours précédent, il a été enregistré et déposé sur le site du cours. Ah, top, voilà. Vous le connaissez, le site du cours? Ouais, bien sûr. C'est le site Jimdo, voilà. Non, c'est pour ce cours, signification et théorie linguistique, c'est la première fois qu'on fait un cours par Zoom en direct. Hein. D'accord. Donc, ce que je ferai, si vous voulez, ce qu'on peut faire pour la semaine prochaine, je vais le dire tout de suite, hein, comme ça ce sera fait. La semaine prochaine, je vais mettre un cours en ligne, normalement, comme j'ai fait les fois d'avant, et simplement, on va garder ce petit rendez-vous à midi, même si ça dure 10 minutes. Hein. Ceux qui veulent se connecter se connectent, tout le monde n'est pas obligé de se connecter, mais on prendra un petit temps, tous les mardis midi, pour faire un point. Si vous avez des questions, ce sera le moment de les poser. Et je n'apporterai pas d'éléments nouveaux pour le cours, sauf, enfin bon, bien sûr, je répondrai, je développerai s'il y a des points qui étaient un peu trop compliqués. Mais a priori, on va garder, je vais combiner, si vous voulez, l'interaction avec vous en direct par Zoom, mais pas sous forme de cours, parce que c'est un peu trop lourd, etc. Je préfère plutôt juste répondre aux questions, réexpliquer quelques petites notions si nécessaire, et puis conserver un système avec un cours en ligne qui est, alors bon, parfois un peu rapiécé, je prends des bouts d'un truc, d'un autre, etc. J'essaie de fabriquer quelque chose d'un peu cohérent, j'espère que ça convient. Mais bon, voilà, d'une semaine sur l'autre, je change un peu les choses. Donc j'essaie de m'adapter à la fois au contenu prévu et puis à ce que j'ai envie de faire au moment où je fais le cours. Alors, donc je rappelle le plan. Hein, donc on a vu une première partie, indépendamment de l'introduction, sur les plans d'analyse du sens, je n'y reviens pas. Et le cours précédent était sur les images de la sémantique dans les manuels universitaires, où on a vu donc Bréal, des manuels français, des handbooks de sémantique, donc des manuels internationaux de sémantique, et puis la conclusion, disons, c'était la distinction de 3 niveaux d'analyse du sens. Alors, je rappelle simplement Bréal, hein, il faut retenir que c'est l'auteur de cet essai de sémantique, que c'est l'inventeur du nom sémantique, hein, le mot sémantique vient de Bréal, mais comme je vous l'avais expliqué, ce que lui entendait par sémantique, c'est pas vraiment ce qu'on entend aujourd'hui par sémantique, étude du sens. Alors, je vous avais présenté plusieurs manuels. Celui-ci de Vincent Niquès, je l'avais juste présenté très très rapidement parce qu'il avait cette originalité de parler de la motivation, du symbolisme phonétique, des onomatopées. Bon, ça c'est un sujet, j'ai un peu insisté la dernière fois, mais c'est un sujet dont on ne parle quasiment jamais dans les cours de sémantique. Mais pour moi c'est important, donc je vous en parle. Et c'est pour cette raison que j'ai cité ce manuel. Mais je vous l'ai dit, c'est un très bon manuel, vous pouvez l'utiliser si vous y avez accès. Ensuite, j'ai présenté 2 manuels un petit peu en comparaison. Le manuel de Touratier, paru en 2010, et puis le manuel de Bellon et Mignot. Et on a vu que ces 2 manuels avaient des orientations théoriques un peu différentes. Le premier, le manuel de Touratier, a une orientation qui va plutôt du côté de la sémantique structurale, tandis que le second, de Bellon et Mignot, va plutôt du côté de la sémantique cognitive, enfin de la linguistique cognitive. J'avais également mentionné comme dernier manuel français un manuel de sémantique formelle, enfin qui a une orientation de sémantique formelle, c'est le manuel de Francis Corblin, donc il s'intitule Cours de sémantique introduction, mais c'est une introduction à une sémantique très particulière, hein, très différente des autres manuels, puisque c'est la dimension formelle. Bon, ensuite, je vous avais présenté des manuels internationaux de dimensions diverses. Il y a d'abord cette énorme publication Semantics qui fait, vous voyez, 3 volumes, chaque volume fait 1000 pages à peu près, donc une espèce de somme gigantesque
relativement récente. Vous voyez, 2013, ça fait 7 ans, c'est pas si vieux. Hein, la recherche en sémantique, ça se bouleverse pas tous les 3-4 ans. Donc, c'est un manuel énorme. Évidemment, en licence, vous n'avez pas normalement à aller regarder des manuels de ce type-là. Je vous le mentionne pour l'année prochaine, quand vous serez en master, si vous avez besoin de chercher des notions en sémantique. C'est vraiment, là, une sorte de point de repère remarquablement bien fait sur vraiment absolument tous les aspects de la sémantique. Ensuite, un manuel de dimension un peu plus réduite, mais encore beaucoup plus gros que les manuels français, celui de Nick Riemer, qui présente également un ensemble de notions, mais évidemment beaucoup plus ciblées. Et puis je vous avais mentionné ce manuel de sémantique formelle, qui est l'équivalent de celui de Corbelin, mais en anglais, hein, donc pour un public international. Alors, les points de conclusion auxquels j'étais parvenu pour ce cours, c'était que l'hétérogénéité du sens, hein, ce qu'on a vu, c'est-à-dire ce que j'appelle l'hétérogénéité du sens, vous avez bien compris, c'est l'idée que le concept de sens, la notion de sens, n'est pas la même selon le niveau auquel on se situe. La notion de sens, quand on parle d'un mot lexical, ce n'est pas la même notion de sens que lorsqu'on parle d'un mot grammatical ou quand on parle d'une phrase ou du sens d'un texte, etc. Et encore, dans un texte poétique, ce n'est pas la même notion de sens que dans un texte purement informatif, etc., etc. Donc il y a un vrai problème qui est très rarement posé par la discipline sémantique, qui est ce problème de l'hétérogénéité du sens. Et quand on consulte les manuels, on voit que ce problème, c'est ce que je viens de dire, il n'apparaît pas. Hein. Ah, pardon, alors, excusez-moi, j'ai un appel. Je suis obligé de le prendre, ne quittez pas, je reviens à vous dans 2 secondes. Allô? Oui, je suis chez moi, hein, vous pouvez venir. Ah d'accord, ok, et bien à tout de suite. Oui, oui, c'est une maison, c'est une maison. Ouais. Merci. Voilà, pardon, je vais être obligé à nouveau de m'interrompre dans 2-3 minutes, mais très rapidement. Donc, problème de l'hétérogénéité du sens qui n'apparaît pas qu'on regarde les manuels français, qu'on regarde les manuels internationaux. C'est un problème qui est pas tellement souligné. Et bon, du coup, la question se pose de savoir qu'est-ce qui fait l'unité de la notion de sens. La seule unité qu'on voit pour l'instant, c'est que si on parle de sens, on ne parle pas, par exemple, de son. On ne parle pas du signifiant, hein, on parle d'autre chose. Bon, donc, mais ça, c'est une caractérisation purement négative. Alors, j'avais conclu avec 3 niveaux d'analyse du sens, hein, qui sont le niveau logique, le niveau cognitif et le niveau sémantique, le niveau, pardon, de la sémantique linguistique. Et j'avais illustré ces 3 niveaux à partir d'un article de François Rastier, qui lui distingue 4 niveaux, vous vous souvenez, sémantique logique, sémantique psychologique, sémantique cognitive, sémantique linguistique, mais cette distinction qu'il fait entre sémantique psychologique et sémantique cognitive, elle n'est pas obligatoire, donc j'avais regroupé les deux, ce qui nous donne 3 grandes perspectives pour l'analyse du sens. Une perspective où ce qui est mis au premier plan, c'est la référence, donc là, on est dans ce cas-là dans la sémantique logique et on s'intéresse au rapport entre langage et réalité, donc à ce qu'on appelle parfois l'ontologie. L'ontologie, c'est la description du monde tel qu'il est, indépendamment du langage, si on veut. Hein. Donc là, les unités privilégiées, c'est plutôt la phrase que le mot, et puis l'application majeure, c'est plutôt dans l'informatique linguistique. La deuxième perspective, c'est le sens exprimé, disons, qui est la perspective de la sémantique linguistique, donc celle que défend Rastier, quelqu'un comme Rastier, donc avec l'idée qu'on s'intéresse aux langues par elles-mêmes, hein, à ce que j'ai appelé dans le dernier cours l'autonomie de droit de la sphère sémiotique, c'est-à-dire la sphère sémiotique, la sphère des signes, la sphère du langage, elle est autonome, elle est distincte de la sphère psychologique, de la sphère du monde, enfin disons, voilà, c'est comme s'il y avait 3 mondes. Il y a le monde extérieur, le monde externe, le monde interne, qui est le monde mental de votre pensée, et puis le monde des signes,
hein, qui serait un monde à part, qui a sa logique propre. Donc c'est ça la sémantique linguistique au sens où l'entendent des auteurs comme Rastier en s'inspirant, je vous l'avais dit, de Cassirer et d'autres. L'application majeure, évidemment, c'est la dimension herméneutique, c'est l'analyse des textes. Et puis vous avez le sens qu'on peut appeler communiqué, qui est plutôt celui de la sémantique psychologique, de la sémantique cognitive, par exemple, et donc qui s'intéresse plutôt, cette fois-ci, au rapport entre langage et esprit, ou langage et cognition, ou système cognitif, donc. Hein, c'est pour cette raison qu'on parle de linguistique cognitive. Et dans ce cas-là, l'objectif poursuivi, l'application, c'est donc la connaissance de l'esprit humain. Alors, et j'avais terminé donc en vous donnant cet extrait d'une interview récente d'un livre très intéressant. Là encore, ce n'est pas du tout une lecture obligatoire du cours, hein, c'est une lecture pour, enfin j'allais dire pour le plaisir, mais c'est peut-être beaucoup vous dire que vous lisiez des bouquins de linguistique pour le plaisir. Mais enfin bref, admettons, c'est un livre pas trop technique, hein, accessible, très intéressant, évidemment, d'un auteur qui connaît parfaitement bien ces questions, François Rastier. Donc je vous le conseille si vous avez envie, mais ça n'est pas du tout une obligation. Alors, avant de passer à la suite, je vais donc arrêter le partage d'écran et prendre éventuellement vos questions, vos remarques, si vous en avez. Ah, pardon, je viens de voir qu'il y a des messages par chat, alors je vais regarder. Hein. Ouais, c'était uniquement des problèmes de micro, d'accord. Moi, je... Monsieur. Oui, alors attendez. Vous pouvez... Madame, vous pouvez prendre la parole, peut-être? Je ne sais pas qui parlait, je n'ai pas eu le temps de... Je disais, en ce moment, au mois de septembre, il y avait un cours au Collège de France sur comment on appelle ça, sur la linguistique cognitive, justement, avec un Stanislas Dehaene ou un truc comme ça. Ouais. C'est la psychologie cognitive, oui, Stanislas Dehaene. Et justement, comment comparer ça avec ce que Rastier dit justement sur la linguistique cognitive? Alors, c'est une très très bonne remarque. Je suis ravi de voir que vous vous intéressez à ce qui se passe au Collège de France. Mais alors, pardon, je n'ai pas vu qui parlait, excusez-moi. C'est Zoé. Ah, d'accord, non, mais c'est parce qu'il n'y a pas votre image. Ok. Oui, alors, effectivement, voilà comment je vais vous répondre. Ce qui se passe en ce moment au Collège de France avec le cours de Stanislas Dehaene, c'est ce qui se passe dans la psychologie cognitive. Hein. Dehaene, c'est un psychologue, un spécialiste de psychologie cognitive, un des meilleurs en France, hein. Et donc, il s'intéresse au langage parmi d'autres questions, à la mémoire, bon, il s'était intéressé beaucoup à la lecture, par exemple, mais il s'intéresse à toutes sortes de questions qui ont à voir avec la cognition, mais pas seulement au langage. Il n'est pas linguiste, lui, hein, mais il s'intéresse à ce que font les linguistes. Bon, donc, ça n'est pas la linguistique cognitive. Alors, attendez, excusez-moi, je m'interromps un tout petit instant, parce que ça sonne chez moi, c'est les aléas du direct, comme on dit. Je reviens tout de suite. Voilà. Bon, donc, oui, alors, ce qui se passe donc au Collège de France avec Dehaene, c'est une illustration, si vous voulez, de la recherche actuelle en psychologie cognitive. Ne pas confondre avec la linguistique cognitive, qui, elle, s'appuie sur la psychologie cognitive pour développer des hypothèses linguistiques. Donc, si vous voulez, il y a une articulation entre les deux, hein, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'intéresse au langage, la psychologie cognitive va voir un peu ce que font les linguistes, et fait des tests, développe des protocoles expérimentaux pour vérifier un certain nombre d'hypothèses qui concernent donc la linguistique cognitive, mais du point de vue des psychologues. Hein. Et inversement,
les auteurs qui sont linguistes et qui font de la linguistique cognitive, eux vont s'informer un peu de ce qui se fait du côté de la psychologie cognitive, mais leur objectif est plus linguistique, donc de décrire le fonctionnement des langues et de s'appuyer sur la connaissance en psychologie cognitive pour mieux comprendre le fonctionnement des langues et à partir de là, avoir un éclairage sur l'esprit humain. Donc, si vous voulez, il y a quand même clairement deux disciplines et donc deux orientations différentes. Il y a des laboratoires de recherche dans lesquels il y a à la fois des spécialistes de linguistique, des spécialistes de psychologie qui travaillent ensemble sur les mêmes questions. Au total, ils se rejoignent, les deux perspectives se rejoignent sur l'objectif ultime qui est la connaissance de l'esprit humain. Voilà. Mais en effet, en particulier l'année dernière, Daen a fait tout un cours, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, sur le langage, très intéressant, mais il le fait du point de vue du psychologue, bien sûr. Hein. Ça va, j'ai répondu un peu à votre question? C'est bon, merci. Merci. Alors, il y avait une autre question. Quelqu'un a commencé à parler en même temps, monsieur. Je ne sais pas qui était l'étudiant. Moi, j'ai une question. Alors, qui parle, pardon, excusez-moi. C'est Oliver Lacaze. Alors, vous êtes où? Je vois votre visage ou vous êtes... Non, vous voyez bien mon visage. Alors, attendez, je ne vous vois pas là. Bon, c'est pas grave, allez-y, je vous écoute. Voilà. C'est par rapport à la citation de Corbelin. 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 Ah oui, c'est vous, d'accord, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ok. Alors, c'est connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vrai. J'aimerais savoir si c'est un lien avec la notion de référence qui se repose un peu sur un axiome d'existence. C'est-à-dire que tout ce à quoi on réfère doit exister en quelque sorte. Et donc, je voulais savoir si dans cette définition, si Corbelin exclut toutes sortes de références, par exemple, comme chez Lyons, les entités de second ordre, de troisième ordre, etc., des entités abstraites. Donc, je voulais savoir si ça avait un lien avec ça. Oui, alors tout à fait, vous avez raison. La référence est vraiment ce qui est visé par Corbelin dans ce type de citation, puisque de toute façon, c'est une citation qui est d'orientation typiquement frégéenne. Donc on est dans la perspective de Frege, donc dans la perspective de la distinction entre sens et signification. Donc entre Sinn et Bedeutung, vous vous souvenez, hein, on avait vu cette différence entre référence, entre sens et référence, plutôt, disons. Hein, j'avais utilisé ça comme terminologie, entre sens et référence. Vous vous souvenez, j'avais pris l'exemple de Spider-Man et de Peter Parker. Hein, ce sont deux sens différents pour une seule et même référence. Donc, savoir comment est le monde pour savoir si la phrase est vraie ou fausse, ça renvoie effectivement uniquement à un type de référent, ultimement des référents qui ne sont pas des référents abstraits. Les référents abstraits devront être mis en relation avec d'autres. Mais la sémantique formelle de type Corbelin est de toute façon référentialiste fondamentalement. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est quand même la relation entre le langage et le monde. Donc l'abstraction, les noms abstraits, etc., ils ne sont pas ignorés, bien sûr, hein, mais ils sont c'est pas du tout l'objet primordial dans cette perspective linguistique, si vous voulez. Pas d'autres questions? Bon, alors, je vais donc vous revenir à l'écran partagé pour vous donner quelques éléments sur le prochain cours. Donc, on va commencer un chapitre intitulé « Éléments de sémantique lexicale ». Et donc, dans ce chapitre, on va traiter les points suivants. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a une différence
pas aussi évidente qu'on croit parfois entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale. Ça, je l'avais un petit peu annoncé déjà. Vous vous souvenez quand on avait vu la différence entre le concept de sens appliqué aux mots lexicaux et le concept de sens appliqué aux mots grammaticaux, on avait vu que, enfin je vous avais annoncé que je prenais cette distinction entre mots lexicaux et mots grammaticaux pour acquise, pour simple, hein, en disant par exemple, voilà, bon, des noms, des adjectifs, ce sont typiquement les mots lexicaux, et puis un déterminant comme le, la, ou une préposition comme a ou de, eh bien, ce sont des mots grammaticaux. Bon, alors le problème, c'est que, en fait, si on regarde les choses d'un peu plus près, la frontière entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux n'est pas si évidente que ça. Donc, si on se concentre, si on essaie de se concentrer sur la sémantique lexicale, sur la sémantique du mot, disons pour simplifier, eh bien, du mot lexical, on va avoir une difficulté. Donc, il faut réfléchir un tout petit peu à cette distinction-là. Ensuite, on va parler de la question de la définition de l'unité lexicale parce que vous voyez, j'ai utilisé le terme de mot tout de suite, hein, la sémantique du mot lexical, je parlais du mot lexical, du mot grammatical, etc. Mais le concept de mot, qui est un concept comment dire, de la linguistique spontanée, c'est un concept que tout le monde utilise, mais ça n'est pas un concept technique, si vous voulez. Hein. En particulier, là aussi, je vous l'avais déjà annoncé, mais quand on avait parlé de la question de la compositionnalité, les unités qu'on appelle polylexicales ou les expressions figées, vous voyez, je me souviens plus que j'avais dû vous donner comme exemple une table ronde pour dire une réunion, ou alors si vous prenez, je sais pas, un chou-fleur. Bon, alors, est-ce que c'est un mot ou deux mots, un chou-fleur? Bon, vous voyez, si on n'a que le concept de mots, on ne peut pas répondre à cette question. Donc en fait, on va voir qu'il y a deux sortes, il faut au moins distinguer deux sortes d'unités lexicales. On ne va pas utiliser le terme de mot tout de suite. On va parler d'unité lexicale quand c'est un mot du lexique. Enfin, quand c'est pardon. On va utiliser le terme d'unité lexicale quand c'est une unité du lexique. C'est-à-dire que chou-fleur, vous allez le trouver dans le dictionnaire à une entrée chou-fleur. Vous n'allez pas le trouver à fleur ou à chou, en principe. Donc c'est un mot. Enfin, un mot dans le sens ordinaire, mais on va appeler ça une unité lexicale. Et on va distinguer deux sortes d'unités lexicales, des unités lexicales qui comportent plusieurs mots et des unités lexicales qui comportent un seul mot. Hein, donc vous voyez comment vont s'articuler les notions d'unité lexicale et de mots. Une unité lexicale et un mot, ce n'est pas tout à fait la même chose. Une unité lexicale, elle peut comporter plusieurs mots, comme chou-fleur. Elle peut comporter un seul mot, comme table. Mais ça reste une unité du lexique. Quand on dit unité lexicale, c'est une unité du lexique. Donc il y a des petits problèmes là à régler de définition de cette notion d'unité lexicale. Ensuite, il y a les composants d'unité lexicale, de quoi elle est composée, cette unité lexicale, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et puis la question de la formation, qui nous prendra peut-être un petit peu plus de temps, et c'est là qu'on introduira des notions assez classiques, comme les questions de dérivation, de préfixation, de suffixation, etc., pour voir comment les unités lexicales sont construites ou sont formées. Voilà, donc ça, ce sera l'objet du cours prochain. Je ne vais pas le développer là, puisque le but était simplement donc de se parler un peu. Comme je l'avais annoncé, j'ai enregistré la séance et donc je la mets en ligne pour que ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui puissent avoir les informations après coup. Alors évidemment, ça m'oblige à mettre en ligne des vidéos dans lesquelles vous apparaissez parfois via les miniatures. Si vous ne dites rien, je pars du principe que vous êtes d'accord. Si vous ne dites rien, je pars du principe que vous êtes d'accord. Si vous avez des objections de principe à ce que votre image apparaisse, eh bien je supprimerai la vidéo. Donc vous me le dites. S'il y a une objection, je supprime.
Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur l'organisation, sur... alors, attendez, je vais arrêter le partage. Voilà, sur l'organisation, sur les examens, sur le cours, est-ce qu'il y a des points sur lesquels je peux vous éclairer? J'avais une question. Oui? Est-ce que les adverbes, on les compte comme des unités lexicales ou grammaticales? Très bonne question. Ben, vous verrez, je vais en parler au prochain cours. Donc, le cours qui sera en ligne pour la semaine prochaine. C'est typiquement la classe de mots qui est entre les deux. Hein. Parce que vous avez des adverbes comme les adverbes d'intensité. Bon, j'anticipe un peu, hein, mais je réexpliquerai ça la semaine prochaine. Les adverbes d'intensité comme si, par exemple. Si, on peut considérer que c'est un mot purement grammatical, hein, c'est une simple indication d'intensité. En revanche, les adverbes dits de manière, les adverbes en ment, comme rapidement, lentement, là, ce sont des mots lexicaux. Hein. Donc les adverbes peuvent être à cheval entre les deux. Puis on verra un exemple, l'adverbe bien, par exemple, qui selon ses emplois, peut être lexical, grammatical. D'ailleurs, ça me fait penser, ce qu'on va faire, donc, je le redis pour être bien clair, pour la semaine prochaine, je mettrai un cours en ligne. L'idée, ce serait que vous jetiez un coup d'œil avant, et comme ça, on se connecte pour les questions. Hein. Ça m'évite de tout répéter, mais je répéterai les points sur lesquels il y aura des questions, mais je pense que c'est peut-être plus simple pour vous de pouvoir regarder le cours à l'avance quand vous pouvez, et puis qu'on ait ensuite une séance de questions. Donc, voilà, hein, on va essayer de procéder comme ça, on verra, on changera si ça ne marche pas bien, mais ça mérite d'être essayé de cette façon. Voilà, merci pour votre question. Et, Monsieur? Oui, je vous en prie, allez-y. Une question, s'il vous plaît. Normalement, dans votre cours, on a un DST? Un quoi? Un DST, devoir sur table. Normalement, est-ce qu'on En TD, doit le oui. passer? Alors, en TD, vous avez des... Non, en cours. Ah non. Non? Non. Donc, Le cours magistral, il est évalué uniquement à l'examen final. Hein? Donc, en fait, pour l'ensemble Ouais. du cours, vous avez les 2 notes de contrôle continu avec le TD, et puis la note finale de l'examen qui se passe au mois de janvier, qui est donc une note qui ensuite se combine aux notes de TD. D'accord? Mais il n'y a pas une note, il n'y a pas un devoir sur table pour le cours magistral indépendamment. Moi aussi j'ai une question. Oui. Du coup, si j'ai bien compris, aujourd'hui il n'y a pas de cours véritable, enfin, c'était juste cette séance de questions-réponses et c'est la semaine prochaine Voilà. que le cours recommence de 2 heures sur le site. Oui, oui, là, si vous voulez, je voulais quand même faire une pause pour, comme je vous ai donné pas mal de contenu et que je ne veux pas vous écraser sous les informations, si vous voulez, je préfère, bon, voilà, cette semaine, on fait juste, on échange, hein, et pour la séance de la semaine prochaine, je mettrai en ligne donc normalement avant mardi midi. Je sais pas quand j'aurai le temps, mais dès que je peux, je mets un cours en ligne. Si vous pouvez le regarder avant, et comme ça, on discute un peu, mais voilà, on verra, ça prendra pas forcément 1 heure. Je réponds aux questions s'il y en a. Ceux qui veulent se connecter se connectent. Les autres ne sont pas obligés, mais simplement tout le monde aura le contenu du cours qui ne fera pas forcément 2 heures. C'est pas non plus. Je veux dire, on n'est pas obligé. L'important, c'est que le programme prévu pour l'année se fasse à peu près, mais il faut être souple hein, dans ces situations. Donc, je ne vais pas aller à toute vitesse et vous écraser d'informations compliquées au prétexte que j'avais prévu de le faire.
non, on va avancer à un rythme raisonnable. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que vous compreniez bien, plutôt que ce soit des vagues notions superficielles. Donc, peu importe si on va lentement, l'essentiel, c'est que vous compreniez. Merci, monsieur. Je vous en prie. Monsieur, pardon. Oui. C'est par rapport à la séance 4 dans votre site personnel. Vous avez mis un audio de master, c'est ça? Parce que j'ai vu dans votre site personnel, dans la séance 4, vous avez mis un audio de cours master. C'est pas L3. Ah bon? Oui. Alors, oui, attendez. vérifiez parce que vous avez laissé une phrase que peut-être c'est une erreur de déposer la vidéo. Mais quand je clique la ligne sur la séance 4. Alors, la séance 4 de ce cours-là, de signification et théorie linguistique. C'est ça, ce cours. Alors, attendez 2 secondes, je vais... Bah, attendez, non, je vais vérifier là tout de suite. Ah ouais. Ouais, en effet, vous avez raison, je me suis trompé de fichier. Donc, séance 4. Bon, bah alors, il faut que je modifie ça. Alors, attendez, c'était quoi? Est-ce que le PowerPoint était bon? Le PowerPoint, normalement, c'est bon, mais Ouais. juste la vidéo, il y a un problème. Ouais, en effet. Ah oui, mais ça, c'est un cours qu'on a fait en... C'est un cours qu'on a fait en présence, ça. Oui? Oui. Ok. Bon, bah d'accord. Merci beaucoup de me l'avoir signalé. Je vais le corriger, hein. Mais bon, c'est pas trop grave puisque c'est un cours qui normalement a été fait en... Enfin oui, c'était le dernier cours en présentiel, hein. Donc en principe, vous avez enfin, tout au moins pour un certain nombre d'entre vous, vous avez pu y assister. Mais je vais le corriger, oui, j'ai dû faire une erreur de lien, voilà. Merci de m'avoir informé. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Bon, sinon, vous pouvez aussi, bien sûr, me poser une question en m'écrivant un mail, hein. Si certaines ou certains d'entre vous n'ont pas reçu le mail envoyé par Pauline Dubois-Dalle, signalez-vous auprès d'elle ou demandez son adresse à Madame Dubois-Dalle à une de vos camarades. Ça veut dire que si vous n'avez pas reçu, que vous n'êtes pas dans son mailing, et ça, c'est embêtant, hein. Il faut que vous soyez dans son mailing parce que sinon, vous risquez de ne pas recevoir des informations. Alors, juste un mot là, j'aperçois les étudiants de Suzhou en Chine. Est-ce que vous m'entendez en Chine là? Oui. Très bien. Ouais. Vous entendez bien? Ouais, j'entends bien. Merci. Bonsoir monsieur, et je suis une étudiante de l'EFC à Suzhou. Et est-ce que je peux vous demander une question sur Oui. la compréhension du sens de certains poèmes surréalistes? Oui. Parce que j'ai mentionné que dans la séance 4, vous avez cité plusieurs cas de non-compréhension ou de difficulté de compréhension dans le cas de la phrase. Et les jeux surréalistes. Oui, les jeux surréalistes. Oui, et vous avez dit que les poètes jouent avec les mots, jouent avec la langue en
avec l'idée de sortir du sens. Est-ce que ça veut dire que les poèmes, les jeux de ces poètes surréalistes n'ont pas de sens? Ou on peut dire ils n'ont pas de sens ordinaire, mais d'un autre niveau, il a des sens poétiques ou des sens, je pense qu'un peu interactifs, parce que lorsqu'on les lit, on peut entendre que lecteur, on peut donner Ah, là, on vous entend moins bien. le sens de ce poème. D'accord. Donc, non participe à la fabrication du... Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui. J'ai bien compris votre question. Est-ce Alors, que je peux comprendre comme ça? Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est-à-dire que cet exemple des jeux surréalistes, il visait à interroger un petit peu notre conception, disons, ordinaire, habituelle, spontanée du sens. Et la question que vous posez est la bonne. Lorsque on obtient des phrases par un dispositif aléatoire, comme le jeu des cadavres exquis, est-ce qu'on peut dire que cette phrase a un sens? Bon. Donc, le problème, c'est que l'émetteur du sens, lui, il veut justement échapper au sens dominé par lui-même. C'est-à-dire que le producteur du texte aléatoire, il veut produire du sens qui ne vient pas de lui. Donc forcément, vous avez raison, le sens, il vient du lecteur. On refabrique un sens, le lecteur peut toujours trouver un sens, et ça on l'avait remarqué même avec d'autres cas, hein, et c'est une des grandes caractéristiques de l'être humain, sauf quand on est complètement coincé, on trouve toujours un sens aux choses. Hein. Y compris même dans les pires situations, c'est-à-dire... Par exemple, vous savez bien, les complotistes, ils trouvent du sens à des choses pour lesquelles on ne devrait pas chercher du sens. Hein. Bon, bref, donc c'est quand même une tendance très générale de l'esprit humain de trouver du sens dans le langage, même si les énoncés ou les phrases ont été produites pour ne pas avoir de sens au sens ordinaire. Donc oui, vous avez raison, il y a quand même un sens, mais qui est fabriqué par le récepteur, par celui qui lit, par le lecteur. Oui, merci. Merci. Et en plus, une question de plus. Mmh. Vous avez aussi mentionné des phrases avec ordre produite avec une intention de qui présume une signification plus ou moins ouverte. C'est-à-dire il y aura plusieurs interprétations en raison d'une duplicité à l'égard de l'intention. Par exemple, des petites phrases politiques. Mais en effet, je pense que on a des difficultés sur la compréhension de cette duplicité. Est-ce que vous pouvez citer plus d'exemples pour nous expliquer c'est quoi la duplicité à l'égard de l'intention? Merci d'avance. La duplicité à l'égard de l'intention. Je pense que ce que je visais... Voilà, je vous ai envoyé mon adresse mail. Ah non, pardon, je voulais l'envoyer à tout le monde. Alors, attendez, excusez-moi, hein, parce que je réponds en même temps. Voilà. Donc, je pense que dans cet exemple, je visais les phrases politiques qui ont plusieurs visées
possible. Hein. Bon, là, je suis un peu gêné pour vous improviser un exemple. Simplement, ce qu'il faut comprendre dans cette question de la duplicité du sens, c'est que lorsque une phrase a plusieurs sens possibles, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours, hein, comme je vous l'ai dit, dans un bulletin météorologique, il n'y a pas une possibilité d'interprétation. On l'avait vu ça aussi avec un texte de Rastier. Tous les textes ne se prêtent pas à une pluralité d'interprétation. Quand il y a une pluralité d'interprétation, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est le cas du texte, disons, avec de l'innovation sémantique au sens de Ricoeur, texte philosophique ou poétique, où il y a plusieurs interprétations possibles. Dans l'histoire, on peut lire le texte de différentes façons et on peut l'interpréter de façon très variable. Mais il y a des cas où la pluralité des interprétations est volontaire, elle est contrôlée, parce que là, elle n'est pas contrôlée. Quand un auteur, un philosophe, un écrivain produit un texte, lui, il vise un certain horizon de signification, mais il ne contrôle pas toutes les significations possibles de ce qu'il écrit. Ces significations, elles sont découvertes, elles sont déployées par la critique dans les années qui suivent, parfois un siècle ou 2 siècles après la mort de l'auteur. Bon. Mais dans certains cas, la pluralité d'interprétation est voulue. Je n'ai pas repris, je me souviens l'année dernière, je crois j'avais donné un exemple avec une femme politique qui avait dit « La France est un pays de race blanche ». Bon, alors, on sait qu'il y a une duplicité dans ce type d'énoncés qui correspondent à des petites phrases politiques. On sait on comprend que la femme politique en question voulait mettre en avant le mot race pour provoquer. Enfin bon, il y a une duplicité, il y a une façon de vouloir dire quelque chose, pourquoi pas, qu'on pourrait dire autrement, mais qui a une certaine vérité, et puis il y a en même temps une volonté de choquer, etc. Bon. Donc on a très souvent cela dans le discours politique. Là, il faudrait que je prenne d'autres exemples, il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu pour trouver des exemples de bonne qualité, mais vous voyez, l'idée c'est là, c'est que dans certains cas, la duplicité, elle est voulue. L'homme politique dit une chose, il sait très bien qu'il y a 2 interprétations, une interprétation littérale, une interprétation, disons, secondaire, et il fait exprès de provoquer, enfin disons de prononcer cette phrase pour que les 2 interprétations soient efficaces. Oui, alors je le précise pour les autres étudiants, il y a en effet un groupe d'étudiants en Chine qui suit le cours et qui suit d'ailleurs toute la licence sciences du langage et qui normalement devait nous rejoindre au 2e semestre, mais je ne sais pas si ça va se faire, on risque de suivre tous les cours avec eux à distance. Mais voilà, ça fait partie des avantages de ces dispositifs qui permettent finalement d'enseigner sans frontières. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Très bien. Alors écoutez, je vous remercie de votre attention. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à midi pour une séance de questions. Et puis entre-temps, je vais vous mettre du contenu de cours sur le site. Voilà. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Excusez-moi, monsieur. Oui. Excusez-moi, monsieur. Désolé de vous interrompre. J'ai une question sur la citation du 4e cours, celle sur la parole parlée et la prose du monde. Dans le passage cité, je n'ai pas bien compris qu'est-ce que...
Je suis désolé, je ne vous entends plus là. Pardon? Qui est-ce qui parle? C'est Asuzu? Est-ce que ça va maintenant? Oui, c'est à Suzhou. Ah, d'accord. Pardon, monsieur. Bon, écoutez, je vous propose, si vous voulez, de poser la question par mail. Hein, vous m'écrivez, vous me posez la question par mail et puis j'utiliserai la réponse si, éventuellement dans le prochain cours. Hein, j'y répondrai dans la vidéo. D'accord? Oui, d'accord, merci. Je vous en prie. Allez, au revoir à tous. Bonne journée et à bientôt.